Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là et merci donc à mes deux intervenants d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, Monsieur Papa Amadou Sarr, vous êtes donc ministre délégué général à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes auprès du président de la République du Sénégal. Je crois que vous êtes notamment responsable d'un fonds de 50 millions de dollars par an pour la promotion de l'entrepreneuriat. On en parlera peut-être plus tard. Et aussi Monsieur Grégory Clément, qui est donc le directeur général de Proparco depuis avril 2016. Et je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que Proparco, c'est donc une filiale de l'Agence française de développement dédiée au secteur privé qui finance et accompagne les entreprises et les institutions financières dans les pays émergents et notamment en Afrique. Alors merci à tous les deux d'être là parce que évidemment dans le sujet des startups, il y a les entrepreneurs, il y a aussi, comme on vient de le voir à l'instant, les fonds d'investissement, les VC. Mais je pense, et la plupart des gens ici seront sans doute d'accord, que les États d'un côté et les institutions de l'autre, de financement du développement, ont un rôle absolument clé à jouer dans cet écosystème. Et donc à ce titre-là, c'est très bien d'avoir deux représentants avec nous sur ces sujets-là. Je vais commencer par vous, monsieur le ministre. Il n'y a pas longtemps, dans le groupe de presse, enfin le groupe de presse pour lequel je travaille, Jeune Afrique, a caractérisé Dakar comme l'Eldorado des startups. Alors je précise en Afrique francophone, pour pas que vous vous emballiez trop vite quand même. Mais en tout cas, on a caractérisé Dakar ainsi. Et puis on le voit ici d'ailleurs, il y a cette ambiance un peu sénégalaise. On a Omar Cissé qui est là. Il y a des gens comme Fatoumata Taba, etc. Donc il y a plusieurs success stories sénégalaises. Comment est-ce qu'en quelques mots, monsieur le ministre, vous expliquez qu'il soit en train de se passer quelque chose du côté des startups et de l'innovation au Sénégal? Je vous remercie pour cette invitation à l'AFD, à Samir, à la Banque mondiale, à tous les organisateurs de cet événement pour lequel j'ai le plaisir de participer avec certains de mes collègues. Effectivement, comme vous l'avez dit, Omar Cissé était dans le panel ce matin. Il fait partie des pionniers un peu de ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on veut développer au Sénégal, c'est-à-dire la Startup Nation à la sénégalaise. Et c'est un écosystème qui a évolué ces 10-20 dernières années, je dirais, avec le CETIC comme un élément phare de cette évolution. Et M. Cissé y était. Aujourd'hui, avec InTouch, mais aussi avec Teranga Capital, Olivier Fourdel, qui était tout à l'heure, qui sont en train de mettre en place un écosystème financier qui permet de soutenir les startups mais, dans le domaine du numérique, mais pas que. Je pense que aussi les opérateurs de téléphonie mobile, avec l'accompagnement de l'État, bien entendu, Orange, etc., et les autres, ont joué un rôle important là-dedans. Le Sénégal a une connectivité extraordinaire. Le taux de pénétration mobile est au-dessus de 95%. Et aussi, on a tout ce qui est facilité en termes de connectivité en Internet, qui permet aussi, qui est permis aussi par une régulation à travers l'Agence de régulation des télécommunications et des postes qui joue un rôle important pour la régulation des secteurs. Et enfin, un élément important là-dessus, on a des écoles supérieures en matière de télécommunications, notamment l'école supérieure multinationale des télécommunications, qui est une école sous-régionale, et aussi d'autres écoles comme l'ISM, IAM, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc l'écosystème de recherche académique, de R&D est aussi très, très important dans cela. Et enfin, aujourd'hui, l'État sénégalais a compris l'importance du numérique pour le développement économique et social de notre pays. Et la croissance économique du Sénégal est drivée par ces secteurs, notamment des tertiaires, des télécommunications, du numérique et des marchés financiers, qui fait de telle sorte qu'aujourd'hui, plus de 40% de notre PIB vient de ces secteurs. Et nous avons décidé, avec l'onction du chef de l'État, de mettre en place un fonds annuel de 50 millions d'euros, 30 millions de francs CFA pour accompagner les entrepreneurs. Pas que dans le domaine du numérique, mais nous avons pensé que c'est un vecteur important pour la croissance économique, le développement économique et social. Et nous y avons dédié, rien que pour cette année, 2 millions d'euros, je vais y revenir tout à l'heure. Et il y a des partenaires et des startups qui sont dans la salle, qui en sont bénéficiaires. Ils ont eu la notification le samedi prochain
ils recevront leur financement de la main du président de la République. On y reviendra en effet tout à l'heure, peut-être un peu plus dans le détail, mais ça veut dire que du coup, vous nous promettez dans quelques années d'autres startups comme Intouch ou Django au Sénégal, c'est ça? Absolument. Parce qu'on a souvent l'impression que les startups africaines sont souvent basées en fait en dehors de l'Afrique. Hein. Pas forcément. Nous avons aujourd'hui l'Afrique anglophone au Cap notamment. J'y étais la semaine dernière à E6. Nous avons une forte concentration de startups en Afrique du Sud, aussi en Afrique de l'Est, Kenya, Rwanda. L'écosystème est très développé. En Afrique de l'Ouest, Lagos est en train de devenir un hub pour l'Afrique anglophone. Et en Afrique francophone, des pays comme le Sénégal, Niger, Mali sont en train de jouer leur rôle. Et avec l'onction du chef de l'État, je vous donne rendez-vous dans 3 ans pour être le hub de l'Afrique francophone. Dans 3 ans, d'ici 2020, nous prévoyons de mettre 15 à 20 millions d'euros sur les startups sénégalaises pour essayer de s'approprier le marché ouest africain. Merci beaucoup. Monsieur Clément, est-ce qu'on peut avoir, pour donner un peu de chair, des exemples de start-up africaines que Proparco, par exemple, soutient, accompagne et qui nous permettent un peu d'illustrer cette effervescence ou cette émergence de start-up en Afrique? Oui, bien sûr. Peut-être tout d'abord, je voudrais remercier Samir Abdelkrim pour l'organisation d'Emerging Valley et puis de donner l'opportunité en fait, d'intervenir aujourd'hui. Pour répondre à votre question, effectivement, depuis maintenant environ 3 ans, nous avons démarré un programme d'accompagnement en fait, de start-up en les finançant. C'est quelque chose qui est assez nouveau d'ailleurs dans le monde des DFI, donc des institutions financières de développement. On va dire qu'en dehors de la SFI, IFC, finalement, peu de DFI finançaient avec des approches capital-risque des startups. Donc le monde a un peu changé et depuis 3 ans, on voit à côté de Proparco d'autres acteurs comme la CDC britannique, la BEI, le FMO, nos collègues hollandais, qui interviennent également dans le financement de ces startups. Alors, on a plusieurs exemples depuis 3 ans que nous avons accumulés, avec des expériences d'ailleurs plus ou moins réussies, et on doit tirer des leçons d'ailleurs de cet apprentissage en termes d'investissement. Mais si je devais citer deux exemples, je citerais une opération d'investissement en direct et puis une opération d'investissement à travers un fonds d'investissement de façon à illustrer au final les 2 modes d'intervention que nous avons, soit en direct, soit en nous appuyant sur des fonds d'investissement. Donc la première opération est une opération que nous avons financée en direct auprès d'une fintech qui s'appelle Jumeau et qui propose en fait une application qui permet aux particuliers de souscrire des prêts, mais également de souscrire des produits d'épargne. Voilà, donc on est clairement dans le monde de la fintech. Ils ont développé un algorithme qui est assez intéressant puisqu'il permet en fait d'avoir un credit scoring qui aide le particulier à mesurer en fait sa solvabilité, ce qui facilite également l'accès au crédit. Et du coup, ce crédit peut se faire à des taux compétitifs et relativement réduits. Donc cette start-up basée à Cape Town aujourd'hui opère en fait sur le continent africain dans plusieurs pays, notamment en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, au Ghana, en Zambie. Sans doute, j'oublie encore quelques pays. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au-delà du continent, ils ont, c'est d'ailleurs tout récent, commencé à déployer leur offre au Pakistan. Et ça montre bien en fait que des idées peuvent naître ou des modèles économiques innovants peuvent naître en Afrique et par ailleurs trouver à s'exporter, bien sûr, souvent dans les pays voisins, dans la sous-région, mais également en dehors du continent. Donc ça, c'est l'exemple que nous avons financé en direct. Nous avons investi 3 millions de dollars sur cette opération. La seconde opération, pour illustrer un mode de financement, on va dire plus indirect, à travers un fonds d'investissement, est l'accompagnement que nous avons fait auprès d'une société qui s'appelle Andela, qui est une société qui est d'ailleurs la première opération dans laquelle le fonds Tide Africa, donc Telcom Tide Africa, a investi. Nous avons investi dans le fonds à hauteur de 5 millions de dollars, et une partie de ces 5 millions de dollars a servi à financer cette entreprise Andela. Alors c'est quoi Andela ?
Andela, en fait, fait le constat suivant. Le numérique se développe quand même à une vitesse très très rapide. Il y a aujourd'hui une pénurie de développeurs informatiques, j'entends. Et donc l'idée, c'est de recruter des hommes et des femmes, d'ailleurs en mettant un accent prononcé sur le recrutement de femmes, qui représentent une minorité des développeurs informatiques aujourd'hui, de les recruter, de les former pendant 4 ans et de proposer dans le même temps cette expertise au plus grand nombre en fait, des entreprises numériques. Aujourd'hui, ils ont 900 développeurs dans leur structure et ils opèrent à la fois à Kampala, à Nairobi et à Lagos. Voilà, par exemple, le type de projet que nous accompagnons. Merci beaucoup. Ça permet en effet de voir que ce sont des exemples concrets qu'il y a derrière tous ces discours. Je vais revenir à vous, Monsieur le Ministre, sur la question du rôle des États, puisque vous avez dressé tout à l'heure le tableau d'un État sénégalais plutôt volontaire sur le sujet de l'innovation. Quand on parle aux entrepreneurs en général en Afrique, et notamment aux plus jeunes, on a l'impression que quand on crée une entreprise, on se retrouve un peu seul. Qu'on n'a pas forcément le soutien des États, que les États n'ont pas toujours conscience de l'importance de ce secteur qu'est l'entrepreneuriat ou de l'innovation. Est-ce que vous avez l'impression que les lignes bougent? Je pense notamment en Afrique de l'Ouest. Vous avez l'impression que vos confrères, au-delà du Sénégal, ont pris conscience maintenant de l'importance de soutenir les créations d'entreprises, les entreprises les plus innovantes? En effet, je pense que pour le cas du Sénégal, précisément, le chef de l'État, le président Macky Sall, a décidé de créer cette structure qui s'appelle la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, qui est logée à la présidence de la République sur sa tutelle directe. Et depuis le démarrage de nos activités en mars 2018, nous avons connu, nous avons attiré l'attention d'autres États dans la sous-région. Nous avons reçu des Ivoiriens, des Guinéens de Conakry, mais aussi des Bissau, qui sont intéressés par répliquer le modèle que nous sommes en train de faire. Et cela va dans 2 sens. C'est-à-dire aujourd'hui, il est clair que les États africains ne peuvent pas à eux seuls résorber le taux de chômage des jeunes dans le continent, qui a plus de 60% de la jeunesse pour la plupart de ces pays qui sont au chômage ou sont sous-employés. Ainsi, l'auto-entrepreneuriat et l'entrepreneuriat est, comment on appelle ça, vu comme une vocation pour la plupart de ces jeunes à qui, en leur accordant un crédit, de l'accompagnement technique et financier et du renforcement des capacités, ils pourraient créer leur propre structure pour se développer. Aujourd'hui, je pense que vous en avez parlé tout à l'heure, Olivier Fourdel de Terrain Capital peut en parler depuis plus de 2 ans maintenant. Je pense qu'ils ont pu faire peut-être 1 ou 2 ou 3 opérations, je ne sais plus de quoi il s'agit, mais aussi bien les fonds d'investissement que les banques commerciales comme, je dirais, des banques d'affaires, banques d'État, etc., sont frileuses. Il y a la notion de risque qui est, à mon avis, un peu exagérée. Au niveau du Sénégal, je vois Omar et Olivier qui sont en train de sourire. J'étais directeur général du secteur financier au ministère des Finances, je contrôlais toutes les 26 banques au Sénégal, et je me rends compte à travers leur financement, leur balance sheet, qu'ils ne font pas le travail qu'il faut pour accompagner ces startups. Et c'est pourquoi le chef de l'État a décidé de façon volontariste de dire, je vais mettre des ressources. On a estimé à 10, 20, et puis on a dit 30 milliards, et aujourd'hui, les demandes qu'on a en 6 mois d'opération sont estimées à plus de 250, voire 300 milliards de francs CFA de demandes réelles. Ce qui veut dire aujourd'hui, avec ce qu'on a, ça fait un coup de d'eau dans le bas. C'est pourquoi le chef de l'État a reconduit déjà 30 milliards pour 2019, voire 50 milliards. Et nous sommes en discussion avec d'autres partenaires, notamment la BAD. Et on a parlé avec Rémi qui était à Dakar il y a longtemps. Et rien qu'hier, j'en parlais avec votre collègue qui est à Dakar, Laurence Hart, pour voir dans quelle mesure avoir un cofinancement sur des projets structurants, notamment dans le domaine du numérique, car nous voulons accompagner cet écosystème avec du cash. Et ça, je pense qu'on va en parler. Il y a beaucoup de gens, notamment à Dakar, la Banque mondiale. Quand on était au Cap la semaine dernière, les gars de la Banque mondiale et ses filles se sont plus ou moins littéralement opposés ou attaqués à moi. Ah non, this is not the role of the state. Ce n'est pas à l'État de financer des startups ou de créer un incubateur. Je leur ai dit, mind your business. Non, parce que, à mon avis, à un moment donné, il faut arrêter. Si les startups sont là et n'ont pas de cash,
Il y en a beaucoup qui sont là, vous leur demanderez, les entreprises, des startups sénégalaises. Nous en avons identifié 50 sur une demande de 100, à qui on va remettre samedi prochain avec le chef de l'État 2 millions d'euros, des tickets de 10 000 euros à 100 000 euros. Et l'année prochaine, on va passer à 250 fois 300 000 euros. Parce que quand je discute avec les gens qui ont EDV est là, on était ensemble à Marem Diop, à Johannesburg la semaine dernière, Tidiane Dem, Partec, ils te disent tous, ouais, il faut qu'ils soient à 300 000 euros, 400 000 euros, 1 million d'euros, 5 millions d'euros. Ces jeunes-là, ils n'ont pas cette capacité pour emprunter. À un moment donné, il faut les aider pour arriver à pouvoir se prendre ça. Et c'est ce que l'État sénégalais a décidé de faire. Donc vous plaidez finalement pour des États sur ce sujet qui soient vraiment interventionnistes et qui Clairement. financent directement les startups, plutôt que de laisser d'autres, soit les institutions, soit les hubs, soit les fonds. Il y a des le États faire. qui le font. L'Égypte le fait, Egypt Ventures. Israël l'a fait, le Canada l'a fait, et même la France le fait avec BPI France. Donc à mon avis, nous n'aimerions pas que des gens viennent nous dire qu'il ne faut pas le faire. Ce n'est pas à l'État de le faire sous prétexte d'ajustement ou déficit budgétaire et quoi que ce soit. Nous voulons le faire, nous allons le faire. Nous avons mis 50 millions d'euros cette année. Nous avons dépensé déjà 17 milliards de francs CFA. Nous avons touché 50 000 entrepreneurs dans divers secteurs. Et notre objectif, c'est chaque année de multiplier par 2 ou par 3 avec ou sans l'aide des partenaires. Merci beaucoup pour ces éléments. Je crois que ça a plu à quelqu'un qui a essayé de vous applaudir. Peut-être qu'il est bénéficiaire. Je ne sais pas si... Peut-être qu'il est bénéficiaire ou qu'il veut être bénéficiaire, je ne sais pas. C'est réservé aux entreprises sénégalaises, j'imagine. C'est réservé aux entreprises sénégalaises pour le moment, effectivement. Okay. Car je me verrais mal de financer des Ivoiriens ou des Béninois ou des Français. Sinon, je risque de perdre mon poste. Mais s'ils viennent s'installer à Dakar? Ah si, il n'y a pas de problème. J'ai des Ivoiriens qui travaillent dans mon équipe, j'ai un Français qui travaille dans mon équipe, il est là. Et on était collègues à Sciences Po, etc. Donc, pour vous dire, on n'a pas de problème par rapport à cela. On attire du talent. Tout ce qu'on veut, c'est des entreprises à forte valeur ajoutée qui font de la croissance, qui vont aller, je ne vais pas nommer des entreprises, mais Omar Cissé en connaît, qui sont au Sénégal, qui sont vraiment sur la pointe. Il y a Ion qui est là, qui sont dans la santé. Il y a Wikeri, il y a beaucoup, Baïsedo est là aussi, beaucoup de structures avec qu'on va accompagner. Et comme je leur ai dit, c'est la première tranche. Et il y a Olivier qui me regarde là-bas. On va arriver cette année à 150 000 euros. L'année prochaine, on peut voir pour faire, si vous voulez, un cofinancement. Sinon, on va aller à 300 000 euros et peut-être à 500 000 euros. Merci beaucoup. Alors, vous avez témoigné sur cette action de l'État. Monsieur Clément va nous dire un mot sur l'action que mène Proparco au-delà des startups, on va dire plus généralement auprès de l'entrepreneuriat, parce que je pense que c'est finalement difficile de séparer les deux. Et en Afrique, c'est le sujet de l'entrepreneuriat qui est sans doute essentiel. Donc, voilà, quelles sont les actions particulières de Proparco dans ce domaine? D'accord. Ça fait, si vous le permettez, parce que je crois que le temps est contraint, mais quand même, je voudrais revenir sur ce que M. le ministre a indiqué sur le rôle de chacun. D'abord, pour saluer en fait les initiatives qui sont prises par le gouvernement sénégalais, qui est à la fois très dynamique, enthousiaste et ambitieux vis-à-vis en fait du tissu entrepreneurial et la création d'un écosystème en accompagnant les startups et en jouant un rôle qui effectivement n'est pas un rôle que l'on voit de façon généralisée dans beaucoup de pays, notamment sur le continent. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a de la place en fait pour tout le monde et on doit travailler en synergie avec les États. En tous les cas, c'est clairement la position du groupe AFD et notamment de Proparco. Donc c'est vrai que nous, on a une approche qui est globale. Comme je vous l'ai dit en début d'intervention, on démarre tout juste sur le sujet du financement et de l'investissement dans les startups. En revanche, nous avons en fait un historique beaucoup plus profond et une expérience beaucoup plus forte sur le capital développement, le capital investissement plus classique. Donc aujourd'hui, on remonte un petit peu la chaîne et on est prêt, bien entendu, à travailler avec les pouvoirs publics qui accompagnent ce type d'initiative. Et notamment avec notre maison mère, l'Agence française de développement, qui, elle, met en place un certain nombre de projets d'accompagnement en accompagnant des incubateurs, des accélérateurs, en finançant des espaces de coworking, en essayant de travailler finalement à la définition d'une politique publique avec les États. Et bien entendu, ensuite vient le temps du financement. Et s'agissant du financement,
Proparco, clairement, peut intervenir en prenant des tickets dans des opérations, dans des startups. Alors, early stage, on démarre tout juste et sans doute, là, on s'appuiera sur notre maison mère qui met en œuvre, par exemple, un programme de prêt d'honneur. Donc là, on est typiquement dans des cibles de 10, 20, 30 000 euros. Puis ensuite, lorsqu'on est au-delà de 200 000, 300 000 euros, Proparco peut prendre le relais en investissant dans les tranches de série A, série B, etc. Et donc là, on a cette capacité désormais, alors qui reste limitée, parce que forcément, accompagner des startups, ça a un impact sur notre propre modèle économique. Donc on est en train également de l'ajuster pour pouvoir être beaucoup plus présent. Et au-delà des startups, bien sûr, on accompagne des PME et des PME beaucoup plus matures. Et là, en fait, on a à disposition toute une palette d'instruments financiers, à la fois, bien entendu, l'equity, qui est une composante désormais majeure de notre activité. On a pour objectif de déployer chaque année 500 millions d'euros d'equity ou de quasi-equity. D'accord ? Alors, pas uniquement sur le continent, mais globalement dans les pays en développement et les pays émergents. Le reste de nos financements se font de façon assez classique sous la forme de prêts ou de garanties, essentiellement de prêts aujourd'hui, donc des prêts à long terme. Donc ça, c'est la palette d'outils dont nous disposons aujourd'hui. Puis bien entendu, notre rôle en tant que DFI, institution financière de développement, c'est d'accompagner également les entreprises sur les sujets environnementaux, les sujets de gouvernance, les sujets sociaux à travers en fait nos financements. Donc on prend un certain nombre d'engagements et j'en citerai qu'un. Pour les 5 prochaines années, nous avons l'ambition en fait de déployer jusqu'à 2,5 milliards d'euros pour financer les PME. Et donc y inclut les startups, bien entendu, donc sans doute avec des moyens beaucoup plus modestes. Ce sera une faible part de ces 2,5 milliards, mais les startups ne sont pas oubliées. Tout à l'heure, dans la précédente table ronde, a été évoqué en fin de table ronde le sujet du social business. Très clairement, on a une stratégie sur les 5 prochaines années sur le social and inclusive business qui porte sur 1 milliard d'euros à l'échelle du groupe AFD, donc y compris Proparco. Et voilà ce type d'engagement que nous avons et qu'on aura l'occasion sans doute de détailler ultérieurement. Merci beaucoup pour ces 2 annonces. Du coup, alors juste pour terminer, je prends juste 1 minute encore, Samir, et on conclut. Voilà, puisque vous êtes tous les deux là, visiblement vous entendez très bien, mais est-ce que Monsieur le Ministre peut donner un conseil finalement? Qu'est-ce que vous attendez d'une institution comme Proparco ou des autres, la SFI, le FMO, qu'est-ce que vous attendez dans le domaine de l'innovation et des startups? Et ne me répondez pas qu'ils me laissent tranquille, essayez de me dire voilà, vraiment en quoi ils peuvent vraiment aider les États à aider l'innovation. Et ensuite, je vous poserai la même question à M. Clémentin. Quand je disais qu'ils me laissent tranquille, c'est de ne pas interférer dans la volonté de l'État d'investir dans l'écosystème, que ce soit en capital ou en accompagnement. Tout à fait. Et vous les attendez sur quoi, du coup, en fait 2 points. Il a parlé de garantie tout à l'heure. Nous, le modèle qu'on a mis en place, que ce soit dans les startups, parce qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas la capacité pour s'endetter tout de suite. Il y en a qui sont comment on appelle ça, pre-seed. On parle beaucoup de série A dans le jargon, mais moi je le dis, il y a beaucoup de division 3, division 4 qu'il faut d'abord faire remonter en série 1, série 2, série B, série C, après on verra. Nous, on prend le risque de les accompagner. Ceux qui ont besoin de 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros. Et pour ce faire, on a mis de la garantie auprès des banques, on a mis de la dette et pour la première fois de l'equity. On s'est tordu les cheveux avec la Banque centrale, mais on l'a fait en tant qu'État. Et ça permet justement de jouer un rôle d'accompagnement. Maintenant, Proparco ou FMO et SFI, ce qu'ils peuvent faire, c'est peut-être de mettre une ligne de garantie pour bonifier ou avoir un cofinancement, avoir un effet de levier. Hier, j'en parlais avec l'AFD justement, de voir dans quelle mesure on peut mettre 50-50, 20, 30, 40 ou 50 millions d'euros pour avoir un effet de levier de 100 millions d'euros pour accompagner. L'objectif, et je terminerai là, du gouvernement sénégalais pour notre plan stratégique 2019-2023 que nous avons mis, c'est de mettre 200 à 250 millions d'euros pour les entrepreneurs et les startups provenant du budget de l'État. Merci. Et on est en discussion avec la BID et éventuellement l'AFD pour essayer de passer à l'échelle et accompagner ces startups. Merci beaucoup. Donc Merci. vous accompagnez, je crois il va me couper du coup, Samir. Tu veux pas juste une? Non, on est prêt, on est vraiment sur le désolé. timing et on doit faire la clôture de la matinée. Merci beaucoup. Merci en tout cas aux 2 intervenants. On peut Merci beaucoup. applaudir Frédéric Maury pour sa modération Jeune Afrique.
Monsieur le ministre délégué général entrepreneur, monsieur Papa Amadoussa, et enfin Grégory Clément, cellule de la Proparco. Merci à vous. Merci à vous. Et je vous demande d'accueillir madame Laure Agnès Karadec, la présidente d'Euroméditerranée, qui va faire le mot de clôture de cette matinée qui était très riche. Madame la présidente d'Euroméditerranée, je vous demande de l'applaudir. Bonjour à tous. Merci, messieurs, mesdames les ministres, les élus, les représentants de chambres consulaires, les chefs d'entreprise. C'est vrai que ces échanges ont un enjeu fondamental, bien sûr, fondamental à l'échelle des deux continents que sont l'Europe et l'Afrique, fondamental à l'échelle de la France, puisque c'est sous le haut patronage du président de la République, et fondamental pour Marseille, puisque Marseille a toujours été le pont entre l'Europe et l'Afrique. Et donc notre enjeu ici, il est important. Il est tout d'abord économique, puisque l'objectif, c'est d'être la rotule entre, au niveau français, Marseille, d'être la rotule avec le continent africain, qui est appelé à se développer énormément. On prédit une croissance à 2 chiffres pour les années à venir, et d'ailleurs on le souhaite au continent africain. Et aujourd'hui, Aix-Marseille-Provence est une métropole importante, 1 850 000 habitants, la seule métropole méditerranéenne française avec le poids comparable à d'autres métropoles mondiales telles que Zurich, Oslo, Rotterdam, Bruxelles ou encore Baltimore ou Ottawa. Nous sommes quand même incontournables et la porte d'entrée sur les marchés européens et africains. On a ce lien via notre port, via l'aéroport et aujourd'hui via les 14 câbles internationaux numériques sous-marins. Donc Marseille se situe au cœur aussi d'événements qui donnent une visibilité mondiale à leur avenir, donc avec Manifesta en 2020 sur l'art contemporain, avec la Coupe du monde du rugby en 2023 et les Jeux olympiques de 2024. Et donc dans cette dynamique, parce qu'il faut aussi prendre en compte le territoire, l'entrée économique, mais aussi le rayonnement à l'international au travers des grands événements, et s'appuyer aussi sur un tissu économique riche, notamment dans cette nouvelle économie liée au numérique, donc avec cet écosystème dense, Aix-Marseille French Tech, Made in Soft, P-Factory, Marseille Innovation, la Cité de l'Innovation. Et je sais que mes collègues ce matin vous ont expliqué les 6 axes stratégiques sur lesquels la métropole se positionne et accélère, donc le numérique et les industries créatives, la santé, la mécanique et l'aéronautique, le maritime, la logistique, l'environnement et l'énergie, et enfin le tourisme. Et notre métropole accélère aussi grâce à une opération d'envergure qui est une opération d'intérêt national qui s'appelle Euroméditerranée, qui se développe sur tout l'arrière portuaire. Et je rappelle que toutes les grandes métropoles à travers le monde sont des métropoles portuaires. Avoir un port au sein de notre métropole est une vraie plus-value. Et donc la plus grande opération de rénovation urbaine du sud de l'Europe. Euroméditerranée, en quelques chiffres, c'est un quartier central des affaires avec 1 million de mètres carrés de bureaux et d'activités, 270 000 mètres carrés de commerce et d'équipements publics, 18 000 logements neufs et réhabilités, 40 hectares d'espaces verts, et le tout pour 12 milliards d'euros d'investissement. Et l'avantage de cette opération, c'est lorsque nous engageons 1 euro d'argent public, ça génère 3 euros d'investissement d'argent privé. Et je crois que c'est à la fois l'impulsion des politiques publiques, mais aussi le privé, les entreprises, les chefs d'entreprise qui créent la richesse de ce territoire. Et lorsqu'on a des intérêts communs et des financements communs, c'est comme ça qu'un territoire peut gagner et peut avoir un rayonnement et une attractivité à l'échelle nationale et internationale. Et donc
Le développement d'Euroméditerranée, qui se veut un développement avec une entrée par l'économie, bien sûr, indispensable, parce qu'il faut aussi attirer des richesses dans ces territoires. Ce développement d'Euroméditerranée se veut exemplaire à l'échelle du bassin méditerranéen, c'est-à-dire comment on développe la ville durable méditerranéenne, à la fois dans sa conception, dans sa réalisation et dans ses usages. Et donc ce modèle-là, parce que souvent en matière de développement durable, on a des exemples venus du nord de l'Europe, donc c'est à l'échelle de ce bassin méditerranéen, avoir des macro-lots de taille suffisante pour pouvoir faire travailler des entreprises donc dans leur laboratoire de recherche et de développement, en lien évidemment avec les acteurs publics, comment on arrive à inventer des nouvelles technologies qui peuvent être reproductibles. Et quand on voit à l'échelle du continent africain que les plus grandes mégapoles se développeront en Afrique, évidemment, l'Afrique sera confrontée aussi à comment on crée de l'urbain dans toutes ses composantes et de l'urbain qui prend en compte les questions de développement durable, la question de l'énergie, la question du traitement des eaux usées. Et donc, moi, je vous invite tous à venir voir ce qui se fait sur Euroméditerranée parce qu'on se veut modèle reproductible. C'est un terrain de jeu fabuleux grâce à cette opération d'intérêt national qui donne droit à l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on peut appliquer des nouvelles solutions développées par des startups notamment, qui aujourd'hui ne sont pas encore normées et qui, dans un process d'élaboration commune, peuvent rentrer dans la norme à l'échelle nationale. Donc c'est un terrain de jeu important sur lequel nous attendons les entreprises, évidemment. Et donc je vous invite, au travers des différents pays que vous représentez, à venir ici, à Euroméditerranée, voir ce qui s'est fait, comment ça s'est développé, pas forcément reproduire, mais en tout cas vous en inspirer et faire en sorte que cette réflexion commune puisse engager des retombées économiques à la fois pour les entreprises françaises, mais aussi pour toute l'activité qu'on sent naissante, voire florissante en Afrique. Et en tout cas, au travers des échanges de ce matin, toute la volonté des acteurs africains de vouloir travailler en lien avec ici notre territoire, en lien avec la France, parce qu'on a aussi cette langue commune et puis cette culture commune, ces modèles de société ou ces modèles administratifs qui sont communs, donc on se comprend. Et je pense que de cette compréhension-là, on doit tous développer de la richesse. Voilà, merci à vous et bienvenue sur Euroméditerranée si vous le souhaitez. Alors je sais que cet après-midi sera aussi très riche. Demain à The Camp, vous verrez, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le lieu de l'innovation et de la formation. J'espère que vous n'aurez pas trop de pluie parce que c'est un lieu très ouvert sur la nature et donc voilà. Donc j'espère que le temps sera à peu près clément pour vous. En tout cas, je vous souhaite une journée et demie encore dans le cadre d'Emerging Valley avec beaucoup de découvertes, beaucoup d'échanges et surtout beaucoup de débouchés à venir pour vous.